ma vie, rien n'est sûr. Donc dans un monde où rien n'est sûr, laissez-moi la chance, la possibilité d'essayer. Et du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça, dans un rapport au travail. Mais quand vous discutez avec les employeurs sur la fidélité, vous voyez le choc. Quand j'essaye d'expliquer aux chefs d'entreprise, c'est arrêtez de penser que vous allez fidéliser les gens. Les jeunes, toutes les études qu'on a menées sur l'engagement du public jeune, ils nous disent, bien sûr que je suis motivé par mon travail, que je suis complètement prêt à m'impliquer à 100% dans l'activité. Par contre, je suis prêt demain à partir si j'ai une autre opportunité plus intéressante. Et ça, c'est très perturbant. Sur l'idée que je peux être extraordinairement motivé sur un objet et en même temps tout à fait prêt à me barrer s'il y a des circonstances qui m'amènent à le faire. Et ça veut dire que je ne peux plus maîtriser et contrôler le maintien de l'engagement des personnes. Je suis obligé tout le temps d'accepter le fait que le grand principe de l'engagement, c'est la liberté. Je ne sais pas si vous voyez ce principe, si vous retenez qu'un truc que je dirais ce matin, c'est le modèle de l'engagement aujourd'hui, c'est la possibilité de revenir en arrière, ce qu'on appelle la réversibilité. Tu achètes et tu te dédies. C'est la possibilité de te délier. Alors, dans notre imaginaire des années 80, c'est parce que je suis engagé que je vais tenir. Je ne sais pas, vous voyez ce mécanisme-là. Amazon a utilisé toutes les techniques de psychologie sociale pour comprendre que si on facilitait le retour des objets, on augmentait la confiance du consommateur. Au fond, les gens ne signent pas un chèque, quoi. Et que, au fond, c'est comme ça. Ce qui est aussi intéressant, c'est l'accepter comme un élément d'être au monde. J'ai besoin d'avoir le sentiment de pouvoir me délier pour me lier. Je sais pas, vous voyez ce mécanisme-là. Et du coup, il est très important parce qu'il est compliqué juridiquement. Quand tu as des trucs où il faut que les gens s'engagent sur 3 mois, sur 6 mois, etc., financièrement, l'État dit, écoutez, il faut qu'ils restent, quoi. C'est pas possible. Et là, tu es pris dans quelque chose qui est un paradoxe pédagogique considérable. Si tu obliges les gens à rester, t'augmentes la certitude qu'ils se barrent, quoi. Et du coup, si tu leur laisses la liberté, bah, tu prends le risque qu'ils se barrent quand même. Mais en même temps, pédagogiquement, c'est le seul moyen dans lequel on va pouvoir construire des relations où les gens se sentent partie prenante. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que du coup, ce rapport à l'avenir, la boussole, en fait, la boussole, c'est le pas d'après, en fait. Du coup, la question de la place des conseils, du contexte, a été invalidée dans les pratiques de réflexion sur l'emploi. Et du coup, ce qui est très intéressant dans Sèvres ou dans toutes les pratiques de médiation active, c'est qu'on renoue de la négociation, en fait. Et on peut permettre de porter attention aux environnements de travail dans lesquels seront les personnes. Alors, la perspective d'un emploi durable, elle n'est pas forcément attractive pour le public. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très difficile à faire entendre à partir de chefs d'entreprise qui, eux, c'est leur boîte et ils ne comprennent pas qu'on ne soit pas motivé pour créer sa boîte lui-même. Non, la perspective d'un emploi durable n'est pas un critère mobilisateur pour une partie importante du public. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas jouer sur ce facteur-là. Ce qui va être un facteur extrêmement fort, c'est d'une certaine façon... la réalisation de soi, elle sera liée à ma capacité à me sentir bien dans l'environnement dans lequel je suis, d'avoir le sentiment d'être partie prenante et d'apprendre quelque chose. La dimension relationnelle au travail joue de plus en plus fort. Alors, dans Sèvres, vous avez tous les publics, hein, mais vraiment la manière dont ils vont nouer des relations avec le chef d'atelier, avec le RH, etc., vont être des éléments totalement décisifs. C'est-à-dire comment on considère les personnes, comment on les regarde. Est-ce qu'on fait un effort pour les intégrer ? Par exemple, la question de l'intégration est vraiment un enjeu central. Et jusqu'à présent, on ne se préoccupait pas de ça. C'est parce qu'il y a des tensions de recrutement qu'on s'en préoccupe. Il ne faut pas être naïf. Quand il n'y avait pas de tension, il y avait une hyper-sélection, etc. Et puis, les gens, ils n'étaient jamais à la hauteur. Là, les chefs d'entreprise, alors, pour certains, ils en sont convaincus, ils l'ont découvert. Pour d'autres, c'est la contrainte qui fait qu'ils sont obligés de le faire. En tout cas, il y a un espace de négociation qui s'ouvre, qui est vraiment un moment intéressant. Des transactions sont possibles. On a l'impression qu'il y a un nouveau pouvoir de négociation et que du coup, c'est aussi intéressant dans ce qu'ont dit Fanny et Alexandra tout à l'heure. C'est-à-dire, on a beaucoup pensé des modèles en fonction de verticalité, on décide ce qui serait bien et puis après on les décline. Puis on s'aperçoit aujourd'hui qu'à tous les niveaux hiérarchiques, ça déconne, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas comme ça, parce que les acteurs, ils ont leur propre légitimité, ils ont leur propre sentiment d'initiative, et on est plutôt aujourd'hui dans une logique d'essayer de nouer de la créativité un peu plus, d'élargir les possibilités. Et le public, par exemple, c'est un débat que j'ai avec les partenaires sociaux, ils pensaient les trajectoires professionnelles dans une logique d'ascension sociale. Niveau de qualification, tu montes, tu progresses, etc. Les carrières étaient des carrières ascendantes. Aujourd'hui, c'est des carrières élargies. Les gens changent de job.
Là aussi, on fait un travail aujourd'hui sur la green guidance, c'est-à-dire l'orientation vers des vies soutenables. On a des bifurcations qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire les gens choisissent des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont été formés et ce sur quoi ils travaillaient. Donc ces questions de rupture sont intéressantes parce qu'elles modifient ses relations au travail lui-même. Et du coup, ce que je trouve intéressant dans ce que vous évoquez, c'est pas l'intention qui fait la mobilisation. C'est l'attention. Je ne sais pas si vous voyez cette différence, c'est l'attention à l'action. Et c'est parce qu'on crée des opportunités que les gens feront l'expérience. Et il faut arrêter de leur demander si ça leur convient. Enfin, je provoque là. C'est-à-dire, j'ai un débat avec CEV et Médiation Active sur la question des objectifs. Il y a des situations où tu y vas. L'accompagnement permet aux gens de vivre des expériences qui seront apprenantes, même s'ils n'y resteront pas. Et ça, c'est aussi intéressant. Chez nos collègues norvégiens, par exemple, c'est vivre une expérience, même si les gens ne restent pas, ce n'est pas un problème. Pédagogiquement, elle a de l'intérêt si elle est à peu près sécurisée, quoi. Donc, c'est aussi une conception pédagogique qui est un peu particulière.